Pour commencer, donc, ce ticket to teach qui s'appelle donc Explorer la ludosphère. Jérôme, je te passe la main. Merci Damien. Alors, et donc, effectivement, on va aller explorer la ludosphère. Il y a des lieux où l'on joue, des moments où l'on découvre, des communautés avec lesquelles on partage, et parfois, tous ces éléments se rejoignent en un même point lors d'un festival ou une convention. Nous revenons du Festival professionnel des jeux de société à Vichy, et comme à chaque fois que je vais à ce type d'événement, j'en ressors un peu étourdi, mais profondément nourri. Car au-delà des découvertes, au-delà des éditeurs rencontrés, des discussions enflammées, des retrouvailles joyeuses parfois, c'est toute une cartographie invisible du jeu qui s'est dessinée. Une cartographie que je propose aujourd'hui d'appeler ludosphère. Ce mot peu élégant, je vous l'accorde, désigne pourtant quelque chose de précieux que je vais essayer donc de définir aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie la ludosphère? Comment construire sa ludosphère? Peut-on l'enrichir, l'habiter plus consciemment, l'ouvrir aux autres? Et que change cette conscience dans notre manière, que change cette conscience dans notre manière d'enseigner, de former et de transmettre par le jeu? Alors le terme ludosphère n'existe pas vraiment dans la littérature et n'a donc pas de définition stabilisée dans les travaux francophones. Mais il évoque, par analogie, une sphère d'influence ou de compétences ludiques personnelles à la croisée du métagame, du champ ludique au sens bourdieusin et de la culture matérielle du jeu. On pourrait définir la ludosphère comme l'ensemble des pratiques, des ressources, des lieux, des réseaux et des représentations qui façonnent la manière dont une personne ou un groupe interagit avec les jeux. Cette ludosphère est intéressante car elle est à la fois individuelle, elle reflète nos goûts, nos habitudes, nos types de jeux préférés, nos pratiques, solitaires, familiales, compétitives, narratives. Elle est matérielle. Elle s'inscrit avec une ludothèque, on a ses jeux fétiches, des outils qu'on utilise, des carnets de score, on peut avoir des règles maison. Elle est relationnelle et elle s'inscrit avec nos partenaires de jeu, mais aussi nos communautés, dans les forums, sur Discord, dans des clubs, et aussi dans nos habitudes de festivals, de boutiques, d'associations. Elle est culturelle. Parce que derrière la ludosphère, il y a ce que je crois du jeu, les valeurs que j'y projette, les univers que je privilégie. Et enfin, elle est évolutive, elle n'est pas figée. Ma ludosphère change, elle se déplace, elle s'ouvre, elle se referme parfois, selon les périodes de vie, selon les humeurs, les rencontres et aussi les formations. En ce sens, donc, elle est à la fois un territoire et un potentiel, une capacité à jouer et à se développer par le jeu. Approcher la ludosphère comme une ressource, c'est se donner les moyens de réfléchir à ses conditions de jeu. Les spécialistes comme Richard Garfield ou Stanislas Kostius parlent souvent du metagame, comme l'ensemble des stratégies et des comportements en dehors du jeu lui-même. Ici, nous sommes dans une forme de metagame existentiel. Comment ma vie se structure autour du jeu? Comment je choisis mes jeux? Avec qui et pourquoi? Alors la ludosphère, c'est une mise en réseau aussi. À Vichy, j'ai été frappé par la richesse de la chaîne de valeur. On y croise des auteurs, des autrices, mais aussi des illustrateurs, des éditeurs, des distributeurs, des responsables de boutiques, des médiateurs culturels, des ludothécaires. Quand on cherche un peu mieux, des fois on trouve des chercheurs et des ingénieurs pédagogiques et aussi quelques joueurs naturellement. C'est un écosystème. Et en nous y insérant, nous élargissons notre propre capacité à comprendre le jeu dans ses multiples dimensions, esthétiques, sociales, philosophiques et aussi économiques. Habiter sa ludosphère, enfin, c'est aussi se situer éthiquement dans cet univers. Soutenir les boutiques indépendantes, valoriser les créations originales, promouvoir les jeux engagés, intégrer des jeux à visée inclusive, réfléchir aux choix éditoriaux ou thématiques. Autrement dit, jouer, mais aussi penser à ce qui fait jouer. Alors d'un point de vue ludopédagogique, ce concept de ludosphère est fécond aussi, je pense, car il permet de situer l'apprenant, quel est son rapport au jeu, quelle expérience ludique mobilise-t-il, quel jeu connaît-il, pratique-t-il, est-ce qu'il est intégré dans des réseaux, on a différentes façons de consommer l'objet jeu,
Ça nous permet ensuite d'orienter éventuellement nos choix pédagogiques. Et on parle souvent des jeux inconnus ou trop complexes qui peuvent bloquer un apprenant. Un jeu déjà présent dans sa ludosphère peut devenir un levier puissant d'engagement. D'encourager l'ouverture, donc de faire découvrir de nouveaux formats, de nouvelles mécaniques, de nouveaux collectifs, et aussi d'inviter à la réflexivité. Faire cartographier aux apprenants leur propre ludosphère comme un outil d'introspection, comme support d'analyse. Et quand je fais de la formation à distance, j'invite à ce que mes stagiaires formalisent, dessinent leur propre ludosphère. Eh bien, au-delà de ces questions, hein, quels sont les lieux qui ont marqué votre enfance, les lieux du jeu qui ont marqué votre enfance, votre adolescence, vos études, quels étaient ces objets, dans quel collectif étiez-vous intégré? Je trouve que ce travail de conscientisation est un vrai levier d'auto-formation dans la sphère du jeu. Alors, ce que les festivals, pour conclure, les salons, les boutiques spécialisées ou les forums en ligne nous rappellent, c'est que le jeu ne se vit pas seul. Il s'enracine dans des lieux, des habitudes, des liens. La ludosphère, c'est notre manière à chacun d'exister dans cet univers. Elle peut être modeste, elle peut être vaste, solitaire ou communautaire, numérique ou analogique, mais elle est toujours un espace de potentialité. La connaître, la reconnaître, c'est mieux se comprendre comme joueur et mieux se situer comme pédagogue, mieux transmettre comme formateur. C'est enfin prendre aussi acte de notre rôle dans une communauté élargie qui ne se résume pas à consommer, mais à co-construire un monde du jeu qui soit plus juste, plus éthique, plus divers, plus vivant. C'est aussi une dimension culturelle. Et ça, j'insiste beaucoup sur cette chose-là. Tant que le jeu ne sera pas reconnu comme un objet culturel dans notre pays, je le dirai encore et encore, habiter la ludosphère, c'est entrer dans une culture. C'est prendre et apprendre un langage, un lexique, des mécaniques, des références, des gestes, des rites. C'est forger son regard, affûter sa sensibilité, mettre des mots sur ce que l'on vit en jouant. Comme toute culture, elle se transmet, s'enrichit au contact des autres. Comme toute culture, elle est menacée, éventuellement, elle peut disparaître. Et c'est cela sans doute, cette richesse, le plus grand bénéfice. On devient le joueur comme on devient lettré. En jouant, en nommant, et en écoutant les autres et en osant penser avec et parfois contre eux. En ce sens, grandir dans sa ludosphère, c'est aussi progresser en culture générale. On y apprend des mots, le draft, legacy, deck building. On découvre des nouvelles personnes. Voilà, Knizia, Wallace, Boza, Lacerda, des univers, des postures critiques. On y forme un vocabulaire et un regard. Et ce sont ces outils qui permettent de penser plus loin, d'analyser mieux et de transmettre plus justement. Alors j'ai passé beaucoup de temps à trouver une citation qui serve à quelque chose, et à la relire, j'en suis pas tout à fait convaincu finalement, mais je vais vous proposer une pensée d'Albert Jacquard qui disait que devenir humain, c'est entrer dans un monde où l'on apprend des autres à être soi. Et donc je pense que c'est un peu tout le projet qu'il y a derrière le concept de ludosphère. Bien, merci beaucoup Jérôme, c'est une chouette chronique.